Je me suis réveillé au son du réveil qui traversait le silence matinal. La journée était encore sombre et la faible lumière entrant par la fenêtre de mon petit appartement en banlieue parisienne me rappelait que la routine était sur le point de commencer. En soupirant, je me levai du lit, essayant de me débarrasser de la somnolence qui me pesait encore. La première chose que j'ai ressentie a été le froid du parquet sous mes pieds nus. C'était un rappel tangible de l'approche de l'hiver, apportant avec lui non seulement le froid mais aussi les soucis qui me hantaient depuis des mois. Je me dirigeai vers la cuisine, où l'odeur du café frais commença bientôt à remplir l'air. Pendant que la cafetière fonctionnait, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les lumières des maisons voisines commencer à s'éteindre, signe que les voisins se préparaient pour une nouvelle journée de travail. La ville se réveillait, mais j'étais déjà au milieu d'une bataille interne. Avec 3 enfants à charge, la pression financière pesait comme une encre sur ma poitrine. Que pourrais-je faire pour garantir qu'ils aient un avenir meilleur ? Ces questions sont devenues un mantra dans mon esprit. Pendant que le café coulait, je me rendis dans la chambre des enfants. Tout était calme, à l'exception du doux bruit de Michel, mon plus jeune fils, enveloppé dans ses couvertures, qui ronflait. J'ai souri en le voyant ainsi, si naïf et si calme. Je m'approchai de lui et lui fis un baiser sur le front, un geste qui m'apportait toujours un peu de paix. Puis j'ai commencé à réveiller les autres. Clara, ma deuxième fille, et Louis, mon aîné, étaient dans les lits voisins. « Bonjour mes chers », dit-il, essayant de transmettre l'énergie qu'ils ne ressentaient pas pleinement. Heure de se réveiller. Ils s'étirèrent, toujours somnolents. Clara ouvrit les yeux et sourit. « Papa, tu as fait du café ?»« Claire. »« Et aujourd'hui, il y a aussi des toasts avec de la confiture. » Répondis-je en essayant de leur remonter le moral. Louis, toujours le plus sérieux, fronça les sourcils. « Tu n'as pas oublié de payer ta facture scolaire, n'est-ce pas ?» Le sourire que j'essayais de conserver s'effaça un instant. « Non, mon fils, tout est désormais sous contrôle. Maintenant dépêchons-nous, le bus n'attendra pas. » Après un petit déjeuner rapide, avec des rires et quelques disputes pour savoir qui allait choisir la chanson à la radio, nous avons finalement quitté la maison. L'air était frais et j'ai resserré mon manteau un peu plus sur mon corps. Les enfants couraient devant moi, leur rire résonnant dans les rues vides. Ce moment était précieux, et j'essayais de le conserver dans ma mémoire, comme un médicament contre les soucis qui m'attendaient. Lorsque nous sommes arrivés à l'école, ce qui aurait dû être un moment de joie s'est transformé en un souvenir amer. Certains parents m'ont lancé des regards qui en disaient plus que des mots. Je savais que la différence dans ma couleur de peau et la façon dont je me présentais n'était pas bien accueillie par tout le monde. Je sentais la tension dans l'air et cela me dérangeait. C'était comme si nous étions dans une bulle, et chaque regard suspicieux renforçait l'idée que nous étions différents, moins dignes. « Papa, pourquoi ces gens te regardent comme ça ?» a demandé Clara, avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Oh, mon amour, ne t'inquiète pas pour ça. Il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas ou qui auront peur de ce qui est différent. L'important c'est qu'on sache qui on est et qu'on s'aime, non ?» Elle hocha la tête, mais je voyais que les mots ne la réconfortaient pas complètement. Nous nous sommes dit au revoir et, alors qu'ils entraient dans l'école, j'ai pris une profonde inspiration, essayant de me débarrasser du sentiment d'impuissance qui m'accompagnait. La journée s'éternisait. Travailler comme mécanicien dans un atelier occupait la majeure partie de mon temps, mais mon esprit n'était jamais loin des soucis. Avec chaque client que je servais, avec chaque facture qui arrivait, je réfléchissais à la façon dont je pourrais tout équilibrer. Comment puis-je assurer le meilleur à mes enfants dans un monde qui me semble souvent hostile ? Le soir, après une longue journée de travail, j'ai décidé d'emmener les enfants se promener dans le parc. C'était une façon de se détendre et, en même temps, de passer du temps ensemble. Leur rire était comme une musique à mes oreilles et j'essayais d'oublier toutes les difficultés. Mais la tension m'avait suivi et la fraîcheur de l'air semblait intensifier mon agitation. Alors que nous marchions, j'ai remarqué un groupe d'hommes au coin, riant et parlant fort, certains d'entre eux étant clairement sous l'influence de l'alcool. Un nœud s'est formé dans mon ventre. Je savais que ce genre de situation pouvait vite devenir dangereux. « Papa, regarde ces hommes !» dit Louis en pointant du doigt. Je pouvais voir qu'il ressentait aussi la tension dans l'air. « Continuons d'avancer, les enfants. » répondis-je en essayant de garder ma voix calme. Mais les hommes remarquèrent notre présence et commencèrent à s'approcher, leur sourire se transformant en regard de défi. L'un d'eux, plus grand et plus robuste, se distinguait du groupe. « Regardez qui nous avons ici. Un père de famille. »
a-t-il crié en riant. Les autres hommes le rejoignirent en riant et en faisant des commentaires sarcastiques. Leurs paroles étaient venimeuses et coupantes, et je pouvais sentir mon cœur battre la chamade. Je voulais les ignorer, mais le besoin de protéger mes enfants l'emportait sur tout instinct de fuite. « Allez, les enfants, ne répondez pas » ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme, mais sentant la tension grandir en moi. « Écoute, je crois qu'il a peur. » Continua l'homme en faisant un pas en avant. Je pouvais sentir l'adrénaline circuler dans mes veines. « Écartez-vous de notre chemin !» j'ai crié, essayant de paraître autoritaire. Le groupe a commencé à rire et je savais que la situation était sur le point de devenir incontrôlable. Je ne voulais pas que mes enfants voient ça, mais en même temps, je ne pouvais pas les laisser tranquilles. La détermination à protéger ma famille grandissait à chaque insulte lancée. « Tu ferais mieux de rester à l'écart », dis-je, le ton de ma voix plus haut. Mais leur réponse n'a été que de nouveaux rires, et une vague de panique a commencé à m'envahir. Que pouvais-je faire? Que se passerait-il si cela se transformait en agression physique? À mesure que les hommes approchaient, je savais que je devais agir. L'instinct de protéger mes enfants était plus fort que n'importe quelle peur que je pouvais ressentir. « Ne t'approche pas !» j'ai encore crié, sentant mon cœur s'accélérer. J'ai regardé les visages de Clara et de Louis, confus mais qui étaient à mes côtés. Ils ne comprenaient pas la gravité de la situation, mais la tension était palpable. Je ne savais pas comment cela se terminerait, mais une chose était sûre, je ferais n'importe quoi pour assurer la sécurité de ma famille. L'air était lourd cette nuit-là. Je savais que la journée avait été longue, mais la tension qui pesait sur nous semblait vouloir se matérialiser en quelque chose de tangible. Les enfants avaient fini de manger, leur rire et leurs jeux résonnaient encore dans la pièce, mais je sentais que quelque chose allait se passer. D'un rapide coup d'œil, j'ai aperçu leurs visages innocents, plongés dans un jeu de société, complètement inconscients de ce qui se passait dehors. J'ai décidé de les emmener faire une promenade, un petit rituel qu'on faisait pour se détendre. « Allons nous promener, d'accord ? Nous avons besoin d'air frais », ai-je annoncé avec un sourire sur le visage qui tentait de dissimuler l'agitation qui grandissait en moi. Ils me regardaient fixement, comme s'ils savaient que quelque chose n'allait pas. « Oui, papa !» ont-ils crié à l'unisson, comme si l'idée de partir les avait sortis de transe. Au fur et à mesure que nous marchions, la ville s'illuminait lentement et les lumières de Paris semblaient danser autour de nous. Mais à mesure que nous nous rapprochions du parc, j'ai remarqué que l'atmosphère changeait. Les rires des enfants et la brise fraîche ont laissé place à une atmosphère tendue. Un groupe d'hommes était rassemblé dans un coin, certains riant bruyamment, d'autres arborant des expressions que je connaissais bien. Préjugés et hostilité. « Papa, pourquoi ces hommes nous regardent-ils comme ça ?» a demandé ma fille, Clara, avec l'innocence inscrite sur son visage. Je voulais la protéger de cette réalité, mais je savais que je ne pouvais pas, c'est juste parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça fait d'être différent, ma chère, répondis-je en essayant de rester calme. Mais mon cœur a raté un battement. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était juste le calme avant la tempête. Dès que nous avons dépassé le groupe, l'un des hommes, une brute en t-shirt déchiré, a commencé à suivre nous. « Et vous? Que fais-tu ici avec ces enfants ? Cet endroit n'est pas pour toi, » cria-t-il, les yeux flamboyants d'une fureur qui semblait incontrôlable. « Allez, les enfants, il est temps de rentrer à la maison, » murmurai-je en essayant d'accélérer le pas. Mais, dans un acte de pure provocation, il s'est placé devant nous, nous bloquant le passage. « Tu ne vas nulle part, espèce d'idiot » a-t-il craché, tandis que les autres hommes riaient et encourageaient son courage. L'adrénaline m'a envahi. « Écoutez, nous voulons juste passer au travers. Nous n'avons rien à voir avec vous » ai-je essayé d'apaiser, mais mes mots semblaient seulement alimenter leur colère. C'est alors qu'un des hommes, un peu plus maigre mais tout aussi menaçant, s'avança vers moi. « Sortez de notre ville, envahisseur. Vous n'êtes pas le bienvenu ici » a-t-il crié, et je savais que la situation était sur le point de devenir incontrôlable. Au fond, je savais que je devais protéger mes enfants, mais l'idée d'un affrontement me terrifiait. « S'il te plaît, ne fais pas ça » suppliai-je, la voix tremblante. Mais il n'était pas disposé à écouter. L'homme le plus grand, celui qui menait le groupe, s'avança. « Tu penses que tu peux nous intimider simplement parce que tu as ces enfants avec toi ? Tu n'es rien » a-t-il crié en essayant de me repousser. J'ai réagi instinctivement en le repoussant, mais cela n'a fait qu'intensifier la situation. Ils se sont précipités sur moi et je me suis retrouvé encerclé.
Le chaos a envahi le parc, et les sons de rire et de cris se sont mélangés. L'un des hommes a levé le bras, prêt à m'attaquer, et dans le feu de l'action, mon esprit était rempli de désespoir. C'est alors que j'ai vu une bouteille cassée sur le sol. Sur un coup de tête, j'ai attrapé ce qui en restait, un morceau de verre pointu. Je ne voulais blesser personne, mais le besoin de me défendre était plus fort que tout autre sentiment. Lorsque l'homme s'est à nouveau jeté sur moi, je l'ai frappé. Le verre a traversé l'air et en un instant, tout s'est mis au ralenti. L'impact a été dévastateur. Il tomba au sol et le silence qui suivit fut assourdissant. Les enfants, qui s'étaient un peu éloignés, se mirent à crier. « Papa! Que as-tu fait » s'écria Clara, les yeux écarquillés de terreur. L'homme était immobile et ce que j'avais fait commençait à s'installer dans mon esprit comme une ombre. La panique m'a envahi. « Non, non, non » murmurai-je, essayant de comprendre la gravité de la situation. Que avais-je fait? La sirène de la police a brisé le silence et je savais que je ne pouvais pas échapper aux conséquences. Le sentiment de culpabilité et de désespoir mêlé de peur. « Papa, s'il te plaît, ne me quitte pas » a crié mon plus jeune fils, Michel, alors que je sentais les bras de l'autorité m'entourer. J'étais menotté, la froideur du métal contre ma peau rappelant cruellement la nouvelle réalité. « Papa !» La voix angoissée de Clara résonna et je me tournai vers eux, mes enfants, qui semblaient si petits et vulnérables face à l'horreur qui se déroulait. Le désespoir m'envahissait, j'avais envie de crier, j'avais envie de m'expliquer, mais les mots ne sortaient pas. La seule chose que je pouvais faire était de regarder leurs visages effrayés, de mémoriser chaque détail, chaque expression. Au fur et à mesure que j'étais emmené, la scène devenait de plus en plus surréaliste. Des lumières bleues et rouges de la police illuminaient le parc et le monde autour de nous semblait s'être effondré. J'ai senti des larmes couler sur mon visage, mais je ne savais pas si c'était à cause de la douleur, du désespoir ou de l'impuissance. « Je t'aime » ai-je crié, espérant que mes mots les parviendraient, alors qu'ils m'entendaient m'éloigner, perdant le combat contre la peur. La voiture de police m'a emmené et la réalité s'est brisée autour de moi. Comment leur expliquer tout cela? Comment lui dire que, dans un moment de pure défense, j'étais devenu ce que j'avais toujours craint? L'image de mes enfants s'éloignant, confus et terrifiés, est restée gravée dans mon esprit, et la nuit, autrefois si simple et pleine de vie, est maintenant devenue un cauchemar sans fin. La cellule était froide et petite, il y avait à peine de la place pour bouger. Je m'appuyais contre le mur, essayant de me souvenir de la dernière fois où j'avais ressenti de la chaleur, et pas seulement celle du désespoir. La forte odeur de désinfectant mêlée à celle des hommes qui étaient là me donnait la nausée. J'ai fermé les yeux, essayant de m'éloigner de tout, mais l'image de cette nuit fatidique ne me quittait pas l'esprit. Le visage d'Antoine, les cris, les enfants. Comment pourrais-je leur expliquer cela? Comment pourrais-je dire que, dans un moment de défense, j'ai ôté la vie à un homme? Mon cœur se serrait et je sentais une pression croissante dans ma poitrine. « Est-ce que tu vas bien ?» Une voix familière mais lointaine m'a sorti de mon reflet. C'était le gardien qui passait devant la cellule. Je ne savais pas s'il s'en souciait vraiment ou s'il faisait simplement son devoir. « Oui », répondis-je, mais la vérité était que ce n'était pas le cas. La colère et la culpabilité se mélangeaient en moi, comme un poison qui rongeait mon âme. Je me demandais si je serais à nouveau capable de regarder mes enfants dans les yeux, si je serais capable de faire face à la douleur que j'avais causée. Les jours s'éternisaient. Certaines heures étaient plus longues que d'autres et la solitude devenait une compagne constante. La seule chose que j'avais était l'écho de mes propres mots qui rebondissaient dans ma tête. Je suis un homme paisible, me disais-je, mais la vérité était que la paix m'avait été arrachée de force. Comment pourrais-je être un bon père, un homme bon, si telle était la réalité que je vis désormais? C'est alors que, un jour qui semblait être un jour sur deux, quelqu'un frappa à la porte de la cellule. Le gardien l'ouvrit et un homme entra, avec un regard déterminé et une expression mêlant compassion et détermination. Il s'est présenté comme étant Julien, un avocat qui avait découvert mon histoire sur les réseaux sociaux. « Je suis là pour t'aider, Léo », commença-t-il, sa voix était ferme, mais en même temps douce, comme pour essayer de me calmer. « Je veux comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. » Je ne savais pas quoi dire. C'était comme si une lueur d'espoir avait percé l'obscurité dans laquelle je me trouvais. « Pourquoi te soucierais-tu de moi ? Je ne suis qu'un homme qui a pris la vie d'un autre, répondis-je, l'amertume transparaît dans mes mots. Parce que tu es plus que ça, il m'a regardé dans les yeux,
et j'avais presque l'impression qu'il pouvait voir la douleur que je retenais à l'intérieur. Votre histoire ne concerne pas seulement ce qui s'est passé, mais aussi le contexte qui y a conduit. Les préjugés, le racisme, la violence. C'est quelque chose dont nous devons discuter et affronter. Les paroles de Julien m'ont pénétré comme une lame tranchante. Avait-il raison? Je n'étais pas seulement un homme qui avait commis un crime, j'étais le produit d'une société qui faisait souvent taire des voix comme la mienne. Je voulais juste protéger mes enfants, murmurai-je, les larmes commençant à couler sur mon visage. Je les ai vus effrayés et cela m'a poussé à agir. Je comprends, Léo. Travaillons là-dessus, dit-il en posant une main réconfortante sur mon épaule. Nous devons montrer au tribunal qui vous êtes vraiment. Nous ne pouvons pas permettre que l'injustice prévale. La conversation s'est enchaînée et j'ai commencé à m'ouvrir à lui raconter ma vie, les défis auxquels j'ai été confronté en tant que père en banlieue parisienne, les fois où j'ai entendu des commentaires racistes de la part de voisins et même de connaissances. Chaque mot que je prononçais semblait me soulager un peu, comme si je lâchais un poids énorme que je portais depuis des années. Julien m'écoutait attentivement, prenait des notes et posait de temps en temps des questions qui m'obligeaient à réfléchir plus profondément sur ma vie. Avez-vous déjà pensé à quel point votre communauté pourrait être divisée à ce sujet, a-t-il demandé à un moment donné, et je suis resté silencieux, réfléchissant. Oui, je me rends compte que certains me soutiennent et que d'autres me considèrent comme un criminel, répondis-je, la frustration évidente dans ma voix. Mais je ne suis pas un criminel. Je suis juste un père. Exactement. Et c'est ce que nous devons montrer. Nous avons besoin que le tribunal découvre la vérité, Léo. La vérité sur toi, sur ton combat et sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, a-t-il déclaré, sa voix portant une passion qui a inspiré moi. Les jours passaient, avec Julien à mes côtés, j'avais l'impression qu'il y avait une lumière au bout du tunnel. Il a commencé à enquêter sur tout ce qui pouvait aider mon cas. Il discute avec les voisins, recueille des témoignages et commence même à chercher des informations sur le passé d'Antoine. Je pouvais dire qu'il mettait toute son énergie pour m'aider, et cela m'a fait croire que je pouvais peut-être avoir une chance. Mais ce n'était pas seulement le travail de Julien qui m'inquiétait. Je savais que la communauté était divisée. Certains étaient prêts à me soutenir, mais il y avait aussi ceux qui réclamaient justice pour la mort d'Antoine, comme s'il n'y avait pas de contexte, comme si tout ce qui comptait était le fait qu'un homme soit mort. Je ne comprenais pas comment les gens pouvaient être si aveugles face à la situation. Un jour, alors que je regardais par la fenêtre de la petite cellule, j'ai vu une de mes filles marcher dans la rue, main dans la main avec ma femme. Ils riaient. Le son de leur rire était quelque chose qui m'avait manqué. Le poids que je portais dans ma poitrine a augmenté et une vague de douleur m'a frappé. Comment pourrais-je leur expliquer tout cela? Comment pourrais-je dire que, par acte de défense, je les ai laissés sans père? Je me battrai pour toi, Léo, la voix de Julien m'a ramené à la réalité. Il était à côté de moi et regardait aussi la scène. Et assurons-nous que vos filles comprennent que ce qui s'est passé ne définit pas qui vous êtes. J'ai hoché la tête, mais l'incertitude pesait toujours sur moi. Que se passerait-il quand tout cela serait fini? Si j'étais reconnu coupable, que deviendrait-il? La peur de perdre mes filles me consumait plus que toute autre chose. Et si je n'y arrive pas, ai-je demandé, la voix tremblante. Vous y arriverez. Et je serai là pour m'en assurer, a-t-il répondu, avec une confiance qui m'a donné de l'espoir. Les semaines suivantes furent un mélange d'angoisse et de préparation. Julien a continué ses efforts et j'ai essayé de rester fort, même si la pression augmentait de jour en jour. Je savais que le tribunal approchait et que bientôt ma vie serait exposée au monde. Ce que je voulais le plus, c'était protéger mes enfants de toute douleur que cela pourrait causer. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans un lit froid et dur, j'ai finalement réussi à fermer les yeux. Le poids du monde était toujours là, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de ne pas être seul. Il y avait quelqu'un à mes côtés, quelqu'un qui croyait en moi. Et c'est pourquoi je n'abandonnerai pas. Le combat ne faisait que commencer et j'étais déterminé à me battre pour ma famille, pour ma vérité. L'ambiance était lourde lorsque Julien et moi nous sommes rencontrés pour la première fois dans la cellule. Il m'a regardé avec un mélange de compassion et de détermination, et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais plus seul. Le poids de l'accusation pesait sur mes épaules comme une armure impénétrable, mais sa présence m'a donné une étincelle d'espoir. Léo, travaillons ensemble pour que la vérité éclate, dit-il d'une voix ferme et claire. J'ai hoché la tête, mais intérieurement,
Une tempête d'émotions m'a consumé. La préparation du dossier a commencé à un rythme effréné. Julien s'est consacré à enquêter sur la vie d'Antoine, l'homme dont l'attaque m'avait conduit à cette horrible situation. Un matin, il revint à ma rencontre avec une expression mêlée de surprise et d'indignation. « Léo, saviez-vous qu'Antoine avait des antécédents criminels ? Il a été accusé d'agression à plusieurs reprises et a fait l'objet de plusieurs plaintes pour harcèlement », a-t-il révélé, les yeux brillants de cette découverte. Cela pourrait tout changer. Une partie de moi se sentait soulagée, après tout, je n'étais pas le seul à avoir un passé sombre. Comment cela n'a-t-il pas été mentionné auparavant, ai-je demandé, essayant de comprendre comment le récit avait été manipulé. C'est exactement ce que nous allons découvrir, répondit Julien, la voix remplie d'une ferveur que je n'avais pas vue depuis un moment. Nous allons utiliser cela à notre avantage. La vérité doit être révélée. À chaque nouvelle information, l'ombre de ce qui s'était passé commençait à se dissiper. Mais en même temps, la culpabilité m'entourait toujours. J'ai regardé mes enfants et j'ai vu que leur innocence était menacée. Même sans comprendre tous les détails, ils pouvaient ressentir la tension qui régnait dans l'air. Comment leur expliquer que l'homme que j'ai tué n'était pas seulement un agresseur, mais un être humain avec sa propre histoire ? Un soir, alors que j'essayais de coucher les enfants, l'un de mes fils aînés m'a demandé « Papa, pourquoi n'es-tu pas à la maison ? Qu'est-il arrivé à oncle Antoine ?» La douleur dans ses yeux était palpable. « Fils, j'ai fait quelque chose de très sérieux. Mais sache que je te soutiens. » Oncle Antoine n'était pas celui que vous pensiez, dis-je en cherchant les mots justes. La vérité se formait dans mon esprit, mais je ne voulais pas leur faire peur. Mais il est à l'hôpital, n'est-ce pas ? Est-ce que ça ira mieux ? A-t-il insisté, l'espoir brillant toujours dans ses yeux. Pas de fils. L'oncle Antoine ne reviendra pas. Il n'allait pas bien, et dans un moment de colère, j'ai fait quelque chose que je ne peux pas défaire, répondis-je, sentant la pression monter dans ma poitrine. Mais je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je suis là et je t'aime. La conversation était suspendue dans les airs, comme un ballon sur le point d'éclater. Ils étaient si innocents, si pleins de vie, et j'avais l'impression que j'étais sur le point de leur voler cette joie. Dès que j'ai réussi à les calmer, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai laissé les larmes couler sur mon visage. Le poids de la culpabilité, de la responsabilité et de la peur m'a écrasé. Le tribunal approchait à grands pas et la tension grandissait chaque jour. Lorsque je suis arrivé au palais de justice pour la première fois, mon cœur battait à tout rompre. L'environnement était oppressant, les murs semblaient m'étouffer. Les gens étaient là, certains avec des expressions de dédain, d'autres avec un air de curiosité, mais tous me jaugeaient comme si j'étais un animal en cage. « Nous sommes prêts pour l'audience, Léo », dit Julien en posant une main réconfortante sur mon épaule. « Concentrez-vous sur la vérité, souvenez-vous-en. La vérité prévaut toujours. » J'ai hoché la tête, mais la vérité était que la confiance était difficile à trouver. Le souvenir de cette nuit fatidique était encore frais dans mon esprit. Le bruit des cris, l'odeur de l'alcool, le sentiment de peur qui coulait dans mes veines alors que j'essayais de protéger mes enfants. Le fait qu'un homme soit mort à cause de moi était une réalité que je ne pouvais ignorer. C'est alors que la porte de la salle d'audience s'est ouverte et qu'une femme est entrée. Sa présence était inattendue et pendant un instant tous les regards se tournèrent vers elle. Elle avait l'air nerveuse mais déterminée. Je me souviens m'être demandé qui c'était et pourquoi c'était là. Le juge l'invita à se rapprocher et le murmure dans la pièce s'intensifia bientôt. « Votre nom s'il vous plaît » a demandé le juge avec un ton autoritaire. « Camille Moreau. Je suis l'ami d'Antoine. » Sa voix tremblait, et pendant un instant j'ai cru qu'elle allait abandonner. Cependant, elle prit une profonde inspiration et continua. « J'étais sur les lieux ce soir-là. » Une vague de murmures parcourut la pièce et mon cœur s'accéléra. Que avait-elle à dire ? Pourriez-vous être un témoin pour ou contre moi ? Ce que tu as vu ? A demandé le procureur en essayant de faire pression sur elle. J'ai vu Antoine avec un pistolet. Il menaçait sa famille. J'ai essayé de le prévenir, mais il n'a pas écouté. Camille hésita, comme si les mots étaient difficiles à prononcer. Il était hors de contrôle. La pièce devint silencieuse. La révélation qu'Antoine était armé allait tout changer, et je sentais la tension se dissiper autour de moi. « Vous dites qu'Antoine était armé et menaçait Léo ?» interrogeait Julien en se levant de sa chaise, avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Oui.
répondit Camille, les yeux larmoyants. Je ne voulais pas que ça arrive. Je voulais juste qu'il arrête. Une vague de soulagement mêlée de douleur m'a traversé. La vérité éclatait enfin, mais le poids de la mort d'Antoine pesait toujours lourdement sur mon cœur. Comment pourrais-je ressentir du soulagement en sachant qu'un homme était mort à cause de moi? La moralité de ce que j'ai fait est devenue encore plus confuse. Léo, dit Julien en posant sa main sur mon épaule. Cela change tout. Vous avez agi en état de légitime défense. Mais j'ai pris une vie, Julien. Répondis-je, la frustration et la douleur débordant dans ma voix. Cela ne peut pas simplement être oublié. Personne n'oublie. Mais nous devons nous concentrer sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. La vérité est ce qui compte maintenant. Le juge a attendu que Camille continue et elle a commencé à se calmer. Antoine n'était pas une mauvaise personne, mais il avait ses démons. Il était aux prises avec ses propres problèmes, ce qui le poussait à agir de manière irrationnelle. Camille me regardait et je voyais la tristesse dans tes yeux. Je ne veux pas qu'on te blâme pour quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Ces mots ont résonné en moi. Ce n'était pas seulement moi qui souffrais. Ce fut une tragédie qui a affecté de nombreuses vies. Le juge a alors demandé aux jurés de se retirer pour délibérer. Le temps semblait s'arrêter à cet instant. Pendant que nous attendions, j'ai regardé Julien, qui avait l'air confiant, mais je savais que l'incertitude planait toujours sur nous. Et s'il n'y croit pas? Ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Il faut qu'ils y croient, Léo. La vérité est puissante. Et tu es un père qui a juste essayé de protéger ses enfants. Les heures passaient lentement, comme si chaque minute était une éternité. Je tenais une photo de mes enfants dans ma main, l'image d'eux souriants, insouciants, me rappelait pourquoi je me battais. C'était la raison pour laquelle j'avais besoin d'être fort, même si la douleur et la culpabilité menaçaient de me consumer. Finalement, les jurés sont revenus. Le cœur battant, je les regardais s'asseoir, un par un. Le juge leur a demandé de prononcer leur verdict et j'ai eu l'impression que tout l'air avait été expulsé de la pièce. Nous, le jury, déclarons l'accusé non coupable pour cause de légitime défense. Un cri étouffé de soulagement et d'incrédulité s'échappa de mes lèvres. J'ai regardé Julien, qui souriait largement, puis Camille, qui avait également l'air soulagé. Mais même au milieu de la joie, un poids restait sur moi. La vérité sur Antoine et la vie que j'avais prise était encore une ombre qu'on ne pouvait ignorer. Alors que la pièce commençait à trembler, je me suis retrouvé à penser à mes enfants. Comment leur expliquer ce qui s'est passé? Comment garantir qu'ils puissent toujours voir le monde avec l'innocence qu'ils méritent? Mes pensées étaient un tourbillon et l'avenir semblait incertain. Je me levai, toujours sous le choc, et suivis Julien hors de la salle d'audience. La liberté n'était qu'à quelques pas, mais la lutte interne pour accepter ce qui s'était passé se poursuivait. Léo, dit Julien en interrompant mes pensées. Êtes-vous libre? Maintenant, vous devez vous concentrer sur votre rétablissement et sur le fait d'être avec votre famille. Oui, je sais. Mais, comment puis-je gérer ça? Ai-je demandé, l'angoisse dans la voix. Un pas après l'autre. Cherchez du soutien, parlez-leur. Honorez la mémoire d'Antoine du mieux que vous pouvez et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Alors que je marchais vers la lumière du jour, j'ai réalisé que même si la vérité avait été révélée, la bataille intérieure était encore loin d'être terminée. Je devais affronter non seulement la société, mais aussi moi-même, et ce serait un défi aussi grand qu'un autre. La salle d'audience était silencieuse et la pièce semblait respirer sous la tension accumulée. J'avais l'impression de flotter, observant tout depuis l'extérieur de mon corps. Le juge, avec son air sévère, se leva pour annoncer le verdict. Mon cœur battait à tout rompre, chaque battement résonnait dans mes oreilles, mêlé au murmure de la foule. Non coupable pour cause de légitime défense. Les mots résonnaient comme un écho lointain, comme s'ils étaient prononcés dans un rêve. Au début, je ne pouvais pas comprendre ce que cela signifiait. La joie aurait dû m'envahir, mais au lieu de cela, une ombre d'incertitude planait sur mon esprit. Le poids de la mort d'Antoine était toujours sur mes épaules, comme une encre qui m'attirait vers le bas. Lorsque le juge a frappé avec le marteau, un sentiment de soulagement a commencé à se mêler à la douleur. J'étais libre, mais qu'est-ce que cela signifiait pour moi et ma famille? La pièce commença à trembler et les murmures se transformèrent en cris de célébration et d'indignation. Il me fallait un moment pour réfléchir à tout cela, mais avant que je puisse le faire, Julien, mon avocat, s'est approché de moi avec un large sourire.
Tu l'as fait, Léo? Tu es un homme libre. Il semblait sincèrement heureux et je ne pouvais m'empêcher de lui rendre son sourire, même si la joie était éclipsée par la tristesse qui me consumait encore. Maintenant, vous pouvez retourner auprès de vos enfants. Oui, mes enfants. Murmurai-je, et l'image de leurs visages effrayés alors qu'ils me voyaient être emmené par la police envahit mon esprit. J'avais besoin d'eux, et la dernière chose que je voulais, c'était qu'ils portent cette douleur. Mais avant que je puisse quitter la salle d'audience, une silhouette familière s'est approchée de moi. C'était Clara, une des mères de l'école, qui m'avait toujours regardé avec méfiance. Félicitations, Léo. Je ne savais pas ce qui se passait. Je suis désolé pour tout. Sa voix était tremblante et j'ai réalisé qu'il y avait une sincérité dans ses paroles. Merci, Clara. Je comprends que tu étais inquiet. La vie est compliquée, n'est-ce pas? Je ne savais pas si je devais être gentil ou éprouver du ressentiment. Ce qui m'est arrivé aurait pu arriver à n'importe qui, mais la vérité est que j'étais encore un étranger dans un endroit qui aurait dû être le mien. Après avoir quitté la salle d'audience, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. J'étais entouré de journalistes et de caméras. Léo, que ressens-tu maintenant que tu as été déclaré innocent? L'un d'eux a crié et j'ai senti le poids de sa question. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que je me sentais comme un homme libre, mais toujours prisonnier de la culpabilité? Je veux juste retourner dans ma famille, était la seule chose que je pouvais dire. Les mots sortaient de moi comme un murmure, mais ils résonnaient dans mon esprit. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir à la maison, entouré des jouets et des rires de mes enfants, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de plus derrière tout cela. Antoine n'était pas seulement un homme qui m'avait attaqué. Il avait une histoire, une vie, et maintenant j'étais responsable de sa mort. Mais en même temps, ce que je ne savais pas, c'est que cette histoire allait devenir encore plus compliquée. Puis, quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. L'enveloppe était simple, mais l'écriture manuscrite était élégante. En l'ouvrant, j'ai trouvé un message d'un des fils d'Antoine. Mon cœur s'emballa, je ne savais pas à quoi m'attendre. Les mots dansaient devant mes yeux et je commençais à lire lentement. Cher Léo, je m'appelle Thomas et je suis le fils d'Antoine. Je sais que tu ne me connais pas, mais je voulais que tu saches que je ne suis pas comme mon père. Il était impliqué dans des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Il n'était pas seulement un homme violent, mais aussi un agent infiltré au sein d'un réseau de criminalité raciale. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas seulement le fait d'un père défendant sa famille, il y avait quelque chose de bien plus grand. Mon père essayait de me protéger d'une guerre qu'il avait contribué à perpétuer. Les mots étaient pleins de douleur et de confusion. Thomas a ensuite expliqué comment son père s'était impliqué dans un groupe qui promouvait la haine et la violence contre les minorités. Il a raconté comment Antoine avait été manipulé, utilisé comme un pion dans un jeu bien plus important. La révélation était bouleversante. La raison derrière l'attaque n'était pas seulement un acte isolé de racisme, mais faisait partie d'un plan maléfique visant à inciter à la violence entre les communautés. Je ne veux pas que tu penses que je suis comme lui. Je suis contre tout ce qu'il a fait. Je veux que tu saches que je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. J'espère qu'un jour nous pourrons nous rencontrer et comprendre que, malgré tout, nous sommes tous humains. Les larmes coulaient sur mon visage pendant que je lisais. C'était une lettre remplie de douleur, mais aussi d'espoir. Thomas, bien qu'il soit le fils d'un homme qui avait tenté de me tuer, essayait de se racheter, essayant de montrer que nous n'étions pas si différents après tout. La haine qui avait été semée entre nos familles n'avait pas besoin d'être perpétuée. Léo. La voix de ma femme, Laurence, a interrompu mon moment de réflexion. Elle entra dans la pièce et vit la lettre entre mes mains. Ce qui s'est passé? Est-ce que tu vas bien? Il y avait de l'inquiétude dans ses yeux et je savais que je devais la partager avec elle. Laurence, tu ne croiras pas ce que j'ai découvert. Antoine, il était impliqué dans quelque chose de bien plus grand. Thomas, son fils, m'a écrit une lettre. Il veut que je sache que ton père n'était pas celui que nous pensions. Pendant que je parlais, j'ai vu les yeux de Laurence s'écarquiller. Que veux-tu dire par là? N'était-il pas simplement un homme violent? Il semble que oui, mais il y avait un réseau derrière cela. Antoine a été infiltré dans un groupe qui faisait la promotion du racisme et de la violence. Thomas veut que je comprenne qu'il n'est pas responsable de cela. C'est très compliqué, Léo. Que allez-vous faire de cette information? Je ne sais pas. C'est comme si tout ce que je pensais savoir à ce sujet s'effondrait.
Que signifie la justice maintenant? Laurence s'assit à côté de moi et me prit la main. La justice est compliquée, Léo. Ce que vous avez fait, c'est protéger notre famille. Vous ne pouvez pas porter ce poids seul. Nous devons réfléchir à ce que cela signifie pour nos enfants et leur avenir. La nuit est tombée sur nous et la conversation s'est transformée en un dialogue approfondi sur ce qui s'était passé. J'ai réalisé que la lutte contre le racisme, la violence et les préjugés étaient bien plus complexes que je ne l'avais imaginé. La lettre de Thomas n'était pas seulement une révélation, c'était une invitation pour moi à regarder au-delà de la surface, à chercher la vérité dans un monde plein de mensonges. Cette nuit-là, j'ai regardé par la fenêtre, contemplant les étoiles qui brillaient dans le ciel. La vie était une tapisserie d'histoires entrelacées, et j'en étais juste une partie. Il y avait tellement plus à apprendre, tellement plus à comprendre. Et par-dessus tout, il fallait continuer à se battre, non seulement pour ma famille, mais pour un monde où la compassion et la compréhension l'emportaient sur la haine et la violence. L'avenir était incertain, mais une chose était claire, la vraie justice n'était pas seulement une question de punition, mais aussi une question de réconciliation et de compréhension. Et en regardant l'horizon, je savais que ce voyage ne faisait que commencer.